Recoiffe Christophe. Recoiffe, ça ne peut pas le faire. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Cerma Technologies. Donc nous allons démarrer. Je suis Florie Bousquier, responsable de la communication du groupe Cerma. Je vais vous donner quelques explications techniques et vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc nos experts vont vous présenter les avantages, les solutions et les méthodes de travail au travers de différents retours d'expérience. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter Christophe Aigneret, qui est ingénieur commercial chez Cerma Technologies et qui commencera par vous présenter brièvement les activités du groupe Cerma et plus précisément celles de Cerma Technologies. Sébastien Drouet, qui est le directeur de l'activité conseil, vous présentera l'impact de la situation sanitaire sur l'audit à distance. Et Jonathan Maya, chef de projet industrialisation, et Mathieu Nobre, ingénieur qualité process, vous présenteront deux exemples de cas clients. À la fin du webinaire, nous répondrons en direct à quelques questions. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions posées via le chat, nous pourrons les traiter a posteriori par mail. Donc, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet dédié questions ou chat. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le consulter en replay. Nous vous enverrons un mail avec toutes les informations de connexion pour pouvoir le visualiser a posteriori. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Christophe, je te passe la parole. Merci Florie. Bonjour à tous, donc, je suis Christophe Aigneret, ingénieur commercial au sein de Cerma Technologies. Je vais vous présenter brièvement le groupe, donc le groupe Cerma, dont la mission est de sécuriser et fiabiliser donc, les systèmes électroniques, d'information et de puissance. Le groupe intervient tout au long du cycle en V du produit, de la conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. C'est une société atypique à base d'actionnariat, basée principalement en France. Ensuite, quelques chiffres clés. Donc, nous sommes 1200 personnes au sein de Cerma, dispatchés sur à peu près 20 sites. Vous voyez qu'on a à peu près 15 000 m² de locaux industriels. Un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros prévu en 2021. On est sur la même dynamique que celle de 2019, avec évidemment la problématique 2020 qui est liée au Covid, mais on va dire qu'on va oublier. Multisectoriel, société multisectorielle, on intervient dans tous les domaines d'activité de nos clients par rapport au marché de l'énergie, du transport, de l'aéronautique, du médical, ce qui nous a permis d'ailleurs de passer la crise de 2020. Quoi dire de plus, on fait beaucoup de R&D et puis on a investi 50 millions de moyens industriels en sein de Cerma de manière à pouvoir définir les nouvelles tendances, les nouvelles conceptions, les nouvelles technologies associées, de manière à répondre à tous nos clients dans tous les domaines. Un petit focus sur nos domaines d'activité stratégiques, donc Cerma Safety and Security, le côté orange. Donc Cerma Safety and Security, orienté safety, cybersécurité et sûreté de fonctionnement. Donc on intervient sur ces domaines-là avec nos experts depuis quelques années. J'ai oublié de dire que Cerma, aujourd'hui, cette année, fête ses 30 ans d'existence par rapport à la vie du groupe Cerma. Cerma Ingénierie, partie ingénierie de conseil et d'études et de production d'équipements électroniques et de logiciels embarqués. Une société qui conçoit des équipements embarqués, mais aussi qui fait aussi de la prestation de services au sein de diverses entités. La partie énergie, donc Cerma Énergie, ingénierie d'essai et de validation, mais aussi de fiabilité et de qualification des systèmes et sous-systèmes de l'énergie. On parle de batterie, on parle de piles, on parle de batterie, on parle de tests abusifs, de tests électriques, de tests de qualification. Et la partie microélectronique, donc ce sont les côtés rouges, qui proposent des solutions microélectroniques pour l'environnement contraint, autour de développement d'ASIC, d'hybrides, mais aussi tout ce qui est partie production et assemblage. On va faire un petit focus sur Cerma Technologies. Pardon, on va parler du catalogue de formation. Donc, on est un organisme de formation, évidemment, sur lequel on intervient avec nos métiers. L'axe de formation est vraiment important pour nous, car il permet de capitaliser, de partager nos savoirs et de valoriser nos experts. Ce sont nos experts qui font les formations. Donc, on a une offre sur le catalogue qui est disponible à sein de téléchargement ou si vous voulez, on peut faire aussi des inter-entreprises, du e-learning ou du sur-mesure au cas échéant par rapport
aux besoins des clients. Un petit focus sur Serma Technologies. Donc, Serma Technologies, c'est les technologies de l'électronique et des matériaux. Donc, c'est la maîtrise de technologies de l'électronique, des procédés de fabrication, de laboratoire et caractérisation de matériaux autour de nos quatre savoir-faire, l'expertise électrique, les essais en environnement avec divers essais de qualification de composants, de cartes électroniques sur les différents standards. L'expertise physique et électrochimique, Serma Technologies, c'est à peu près 8 000 analyses par an. Vous voyez que c'est assez conséquent autour de ces domaines-là, de l'expertise, du contrôle de défaillance, de l'analyse de défaillance, l'analyse de construction aussi. L'expertise en analyse de surface, donc du matériau, plutôt orienté matériaux, l'analyse physique, physico-chimique, caractérisation de surface, et puis la partie matérielle que l'on a, tous les matériels qui nous permettent de développer ces technologies d'analyse de caractérisation. Je vais laisser la parole sur la partie conseil et formation à Sébastien Drouet, sur la partie conseil. Donc, Sébastien, s'il te plaît. Bonjour, Sébastien Drouet, donc responsable de l'activité conseil de Serma Technologies. Avant d'avoir les témoignages de nos deux experts chefs de projet, nous souhaitions présenter en quelques mots l'activité à laquelle ils sont rattachés, donc le conseil, et ensuite repositionner ces différentes activités en termes de travail à distance, distanciel, remote, e-working, bref, par rapport à tous les noms qui peuvent être employés dans votre environnement industriel. Le conseil de Serma, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été bâti il y a une vingtaine d'années pour répondre aux besoins de nos différents clients en complément des activités connues et reconnues des laboratoires d'expertise physique et électrique. Aujourd'hui, le conseil s'articule autour de 5 métiers ou compétences principales. En vert ici, on a la maîtrise des process. Autrement dit, c'est comment s'assurer de la qualité, de la répétabilité et de l'impact sur la fiabilité de l'intégralité de son process d'assemblage. Par rapport à ça, il y a des outils connus comme l'audit. Bien évidemment, il y a le métier du suivi de fournisseurs dans cette activité. Alors, particularité de Serma, c'est qu'on était connu autrefois surtout pour travailler sur les composants, mais on travaille sur les composants, sur les cartes électroniques, sur les systèmes électroniques, sur les batteries, plomb ou lithium, sur des harnais. Voilà, donc on a d'autres outils, Mathieu en parlera un petit peu plus tard, notamment tout ce qui va concerner le critical process, donc des études d'analyse de risque sur des produits. Et on intervient également auprès de nos clients sur des qualifications de process ou des qualifications de lignes. Deuxième métier, donc on voit ici en orange, donc la fiabilisation des systèmes électroniques. C'est comment s'assurer que ces choix technologiques, voire ces choix de design également, sont conformes aux objectifs de fiabilité du produit et au stress que va subir son système électronique durant son utilisation et sa fabrication. Donc, on parle bien évidemment, c'est les mots très classiques de la fiabilité. On va parler de profil de vie, on va parler d'analyse de risque, physics of failure, bien sûr. Particularité de Serma, c'est les technologies. Donc, on va passer par le physics of failure, c'est-à-dire que pour fiabiliser son produit, comment est-ce qu'on va anticiper une défaillance technologique sur le système qu'on a développé. Ça va passer par la définition de plan d'essai. Définition de plan d'essai, donc généralement on parle de qualification, mais nous on va y rajouter des aspects fiabilité, robustesse, dans le HALT par exemple. D'autres outils un petit peu pour que ça parle à tout le monde, hein, DFR, AMDEC, HM, PHM, ça fait partie de notre vocabulaire de tous les jours pour supporter nos clients, supporter ou accompagner nos clients. Autre métier qu'on voit sur la gauche, donc root cause analysis, qui est généré, les analyses sont générées par la même équipe que la fiabilisation des systèmes, parce qu'il y a beaucoup de points communs. C'est comment comprendre le pourquoi de la défaillance qui s'est produite sur son système électronique, depuis la compréhension du mécanisme de défaillance qu'on a pu observer jusqu'à la reproduction de défauts. Une force importante de Serma Technologies réside dans le fait qu'on peut s'appuyer sur les différents laboratoires, comme je l'ai dit différemment. Un rétex important, là encore, des mots assez classiques, du 8D, de l'Ishikawa, de la recherche de cause, bien évidemment, pour le root cause analysis, et tout ça sous la forme d'accompagnement client à distance. On va en parler juste après. En jaune, en bas, on peut voir AQF, AQC OPSO. Comment s'assurer que sa BOM, son AVL sont conformes aux réglementations. Donc ça va concerner les aspects REACH, ROHS, et aussi comment est-ce qu'on va anticiper les risques d'obsolescence sur son produit. Donc si on simplifie, c'est on prend une BOM ou une AVL et on fait une analyse avec autant de colonnes qu'on veut de paramètres, et on va chercher à remplir ces colonnes en termes de risques. Donc REACH, ROHS ou OPSO pour les plus classiques. Dernier métier, l'industrialisation.
Donc là, j'en parle très rapidement parce que le témoignage de Jonathan juste après sera beaucoup plus parlant. Donc de l'accompagnement client, du transfert de lignes de production, les mots-clés encore une fois, du DFT, du DFM. Et dans l'industrialisation, on positionne également des clients qui viennent nous voir, qui ont fini un petit peu leur design. C'est le moment où il va commencer à falloir parler de proto, de pré-série, de série. Et là, on va intervenir auprès de nos clients. Donc ça, c'est les différents métiers du conseil. Donc une vingtaine d'experts qui s'appuient sur leurs différentes compétences pour réaliser ces métiers. Alors là, ce slide est là pour représenter un petit peu, vu que c'est un des sujets par rapport au distanciel, avec un petit positionnement de nos activités, nous, sur ce distanciel. Alors, on a une particularité, c'est que le métier du conseil de base était déjà plutôt à distance, même si ça peut être un peu étonnant pour nos clients. C'est une habitude chez nous. Sur les différents métiers, donc AQC, AQF, OPSO, pas de changement majeur, tout se faisait à distance, c'est-à-dire qu'on reçoit les BOM. Donc, ce qui a peut-être changé par rapport au distanciel, c'est le fait de faire des réunions en Teams ou autre plutôt qu'en présentiel. Mais nous, on était déjà prêts à ce distanciel vu que c'était déjà nos méthodes de travail. Sur la route cause analysis, c'est pareil. Une légère différence peut-être par rapport à des Open Lab. Open Lab, c'est quand le client vient avec nous et tous nos experts sont à disposition et on travaille sur un jour ou 2 jours sur à la fois les approches techniques, méthodologiques et s'il y a du labo ou du test ou des études, on va pouvoir le faire également sur site. Un petit peu plus aujourd'hui de distanciel du fait où tout le monde cherchant à minimiser les déplacements, même les réunions d'ouverture ou de clôture se font de plus en plus en Teams ou autre. Pour l'industrialisation, c'est un métier qu'on faisait déjà complètement à distance de notre côté. Il est toujours à distance. La différence, c'est que du fait que le distanciel est devenu plus classique pour tout le monde, on a beaucoup plus de demandes qu'avant. Et notre métier qui est de dire qu'on est capable de faire de l'industrialisation avec nos experts à distance depuis Pessac, depuis Paris, depuis Grenoble, eh bien, ce message est beaucoup plus audible maintenant du fait que tout le monde s'est mis un petit peu au distanciel. Sur la fiabilisation, on va retrouver le même constat que sur le root cause analysis, avec les réunions de débrief ou les coms qui vont se faire eux également à distance, le reste du travail se faisant ici, avec des interactions permanentes avec les clients, avec les moyens modernes de communication. Le plus gros changement est sur la maîtrise des process. La partie qui se faisait à distance était la partie documentaire, préparation. Nous, quand on parle d'audit technique. C'est des audits sur des lignes de fabrication. On va challenger l'EMS, on va aller voir les détails techniques, on va aller voir les fiches sur les postes, on va vraiment aller dans le détail. Donc là, une légère différence par rapport au fait qu'autrefois, bien évidemment, tout le monde préférait le faire en présentiel. Donc nous, ça fait 1 an qu'on fait ces audits à distance. C'est une grande réussite. Les différences, vous le verrez après avec Jonathan et Mathieu, résident dans le fait que la clé du succès, c'est la technique et la rigueur. C'est-à-dire qu'on peut tout faire à distance, quasiment tout faire à distance. Par contre, il faut être très rigoureux dans son planning, dans son agenda, et une préparation nettement supérieure, notamment aux aspects documentaires. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Quand on est en présentiel, pour être franc, pour avoir fait quelques audits autrefois, on peut laisser une petite place à l'improvisation. Là, aujourd'hui, avec le distanciel, c'est pas possible. Effectivement, il faut beaucoup plus de rigueur dans l'organisation, dans la technicité et dans les réponses également apportées par l'EMS. Mais on y arrive sans problème. Donc, nous, ça fait 1 an qu'on le fait. On y arrive effectivement sans aucun problème aujourd'hui. Et la plupart de nos audits se font à distance. Voilà pour ma partie. Donc, Merci Sébastien. Donc on va passer sur les témoignages de nos collaborateurs qui ont justement, avec cette problématique de distanciel, aujourd'hui travaillé dans divers domaines autour de ces audits. On va commencer par Jonathan qui va nous faire un témoignage sur cette prestation qu'il a réalisée. Jonathan, oui, je crois que tu m'entends. Voilà, Jonathan, d'abord, je voudrais que si tu pouvais te présenter déjà au préalable. Alors, bonjour, je suis Jonathan Maya, chef projet industrialisation dans la BU Conseil chez Serma Technologies
à Pessac, à côté de Bordeaux. Donc, j'ai 18 ans d'expérience en expertise, process et industrialisation. Donc, ici, mon témoignage, en fait, est un focus sur le transfert industriel de production de cartes électroniques de sites de production vers un autre. Donc, on a de plus en plus de demandes vers la France, enfin dans le sens France vers Europe, Chine vers Europe ou inversement. Mais même avant la Covid, en fait, le retour Chine vers Europe était déjà présent et accentué en fait depuis. Donc pour ce faire, on réalise une étude de faisabilité au préalable et une étude économique pour voir la viabilité en fait de ce type de transfert. Et donc ces transferts se font à distance et le suivi également. D'accord. Les enjeux économiques, donc on voit plusieurs millions d'euros de gains. Mais ça aussi, ça peut être un axe aussi stratégique dans la duplication de sites de production, de sites qui fabriquent en même temps. Donc ça permet de sécuriser les productions. Et aussi, ça permet en fait de gagner des parts de marché, notamment sur tout ce qui est Made in France ou Made in Europe, à la différence du Made in China. Donc, les avantages en fait sont nombreux avec le distanciel. On peut gérer multi-sites dans un même projet. Donc, pourquoi multi-sites? Parce que donc de nombreux services différents ne sont pas forcément sur les mêmes sites de production de R&D. Et pas dans le même pays non plus. Donc, le distanciel permet de faciliter en fait ce genre de pilotage. Donc, on voit aussi du gain de temps et économie sur les frais de déplacement. On peut même parler ici d'une amélioration en fait sur l'empreinte carbone. Et notamment sur des projets à longue durée, comme un transfert qui peut durer entre 6 mois et 1 an à peu près. Et donc tout ça est contributeur en fait de meilleure efficacité sur ce type de projet. On a aussi la possibilité d'organiser plus facilement aussi des points hebdo, voire quotidien si nécessaire. Donc voilà, tout ça est contributeur en fait des avantages du distanciel. Les inconvénients, alors pour ma part, ce serait plutôt des inconvénients de l'ordre technique, comme par exemple quand nous avons besoin de coordonner en fait 20 intervenants dans une même réunion, par exemple. Donc là, c'est toujours difficile d'avoir la disponibilité de ces intervenants. Il faut forcément une bonne connexion Internet et donc accès à des serveurs communs pour partager des documents, notamment quand on a des documents assez volumineux. Alors, si on se place du point de vue client, la question que l'on peut se poser, c'est comment rassurer en fait notre client sur les actions menées en distanciel. Donc, et voilà, pour bâtir en fait un climat de confiance. Donc, pour cela, nous avons 2 axes. Nous faisons des points, donc comme je disais tout à l'heure, hebdo sur tout l'équipe projet, et nous faisons aussi des points spécifiques avec le client, juste le client. Donc des points hebdo, des points mensuels aussi, avec le steering committee, donc le comité de direction. Donc ça permet en fait de rassembler les managers, aussi bien sur les sites de production, enfin les managers des sites de production, de R&D, sur la partie purchasing, le projet également,
et d'avoir une vision commune en fait, sur l'état d'avancement des projets. Le deuxième axe en fait, de confiance est aussi donc sur le suivi des validations que l'on fait lors du projet sur les protos, les prototypes et aussi les pilot runs avant de lancer en fait, la masse production. Donc ça, ces essais sont réalisés par le client et donc permettent en fait, de donner le go en fait, aux différents jalons des projets. Donc, bon, bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il faut une forte implication du sous-traitant qui reçoit ce business et une grande transparence en fait aussi sur les difficultés qu'il peut rencontrer. Généralement, ça se passe plutôt assez bien. Surtout en fait, bon, voilà, ça va dépendre du business qu'on va transférer chez lui. Et la part que représente ce business en fait au sein de sa société. Donc voilà, tout ça sont des gages de réussite. Par contre, voilà, on a de temps en temps, on a des difficultés en fait, notamment sur des informations ou de la matière qu'on attend du sous-traitant cédant, celui qui perd le business. Et donc là, pour pallier, on va dire, à ces difficultés, en fait, on fait appel aux compétences du nouveau sous-traitant et également en fait à Serma sur les différents services et les différentes prestations que nous pouvons apporter. Donc, en conclusion, en fait, le distanciel fonctionne très bien. Donc, le service industrialisation de Serma en est la preuve. Moi, je le pratique au quotidien depuis 2 ans. Maintenant, j'ai un collègue en fait qui est parti en retraite récemment, là, qui a fait ça pendant 10 ans. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. On voit de plus en plus de demandes aussi côté formation. Donc, on en parlait tout à l'heure en montrant aussi notre catalogue. J'en ai encore réalisé une la semaine dernière, donc ça se passe très très bien. Forcément, ça nécessite préparation avant, avec les bons supports. Mais bon, voilà, ça se réalise bien. Les projets Lean sont un peu plus compliqués, effectivement, en distanciel. Mais pareil, si on le prépare bien, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Attention quand même à la partie, on va dire, contractuelle, côté Lean, sur les bénéfices en fait, de ce type de projet. Et donc voilà, le changement va perdurer. Comme disait Sébastien tout à l'heure, en fait, on a de plus en plus de demandes. Donc voilà, c'est plutôt dans le bon sens. Voilà, je vais laisser Très bien. Oui, merci Jonathan. Merci beaucoup Jonathan. On va passer à Mathieu. Mathieu qui va se présenter. Donc Mathieu. Voilà, bonjour Mathieu. À tous. Voilà. Bonjour à tous. Donc du coup, je me présente rapidement. Donc Mathieu Nobre, je suis ingénieur qualité process. Donc ça fait, moi j'ai à peu près 15 ans d'expérience dans l'industrie. Par contre, ça fait 10 ans que je m'oriente assez spécifiquement sur l'amélioration continue et la qualité process. Et j'ai une expérience qui s'inscrit principalement dans les domaines de l'énergie, l'automobile et le nucléaire. Voilà. Très bien, merci Mathieu. Peut-être oui, la description de ton projet sur lequel tu as travaillé avec cet industriel. Oui, donc le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet assez ponctuel et délimité. Et du coup, donc, j'ai travaillé pour un industriel dans le grand public, qui n'est pas forcément un domaine dans lequel on travaille beaucoup, mais ça arrive. En tout cas, là, on a su répondre aux besoins. Dans le grand public, avec donc un produit multimédia, électronique évidemment. Donc le fournisseur en question sur lequel il a fallu travailler était chinois, en Chine. Avec d'assez gros volumes, on était de l'ordre de la dizaine de milliers de produits
sorties tous les mois. Donc, ce qui a initié le projet, c'est que ce client a rencontré une panne fonctionnelle assez majeure de leur produit phare, pour lequel ils ont fait appel à Serma Technologies pour une analyse de défaillance. Suite à quoi, en fait, donc on a réalisé l'analyse de défaillance. Donc ça a été réalisé par des collègues d'une autre partie de l'équipe du conseil. Et suite à quoi, en fait, le client en question, voulant vraiment s'assurer de la qualité de fabrication de ces cartes électroniques à la suite de cette panne assez majeure, et qu'il y a eu une exposition assez forte pour eux, donc ils ont voulu vraiment s'assurer que tout était bien fait. Ils nous ont demandé de vérifier justement que la qualité process chez leur fournisseur chinois était au rendez-vous. Donc, besoin auquel on a répondu par, Sébastien en parlait tout à l'heure, par un audit à distance, parce que cet audit a été réalisé mi-2020, donc en pleine période de pandémie, et évidemment le déplacement en Chine n'était pas envisageable à ce moment-là. Donc, un audit a été réalisé du process entier de fabrication du fournisseur chinois en question. Découlant de cet audit, en fait, on a érigé un plan d'action, on a identifié toute une série d'écarts au cours de l'audit à distance. Et suite à quoi, en fait, on a défini avec le fournisseur un plan d'action et qu'on a suivi, le but étant on va dire, de lui faire regagner un niveau qualité process qui était en phase avec les attendus du client, qui avait un focus assez fort sur le produit en question. Donc, voilà pour la description un peu globale du projet. J'imagine que les enjeux, vu la description du projet, étaient assez forts. Oui. Juste une petite aparté, excuse-moi Mathieu. Oui. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, sur les questions là. N'hésitez pas, hein, on répondra à la fin de la session à vos questions. Excuse-moi Mathieu, maintenant on peut continuer. Du coup, donc oui, les enjeux étaient assez forts pour ce client. Comme je l'ai dit, le produit sur lequel ils ont eu une panne était un produit assez phare, avec une exposition même, on va dire, médiatique. Hein. Donc leur but était de faire une refonte, entre guillemets, de ce produit pour repartir sur une nouvelle version. Donc l'enjeu était effectivement d'arriver à faire le lancement de la V2 de ce produit, je veux dire, en pleine confiance. Et donc, pour ça, il a fallu travailler assez fort avec le fournisseur pendant toute la phase d'industrialisation, entre guillemets, hein, parce qu'on était quand même sur une V2, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires à la V1, mais il y avait quand même des jalons à respecter, notamment, évidemment, le jalon du lancement en série. Donc, l'enjeu, c'était de redresser le niveau de qualité process chez ce fournisseur, afin d'atteindre le niveau qualité que le client attendait. Et du coup, on va dire, de sécuriser l'exposition médiatique du client en question, qui avait pu générer, enfin, il y avait pu avoir des problèmes un peu générés par la panne fonctionnelle initiale. Donc, le but était d'assurer le lancement vraiment en pleine confiance, quoi. Voilà. J'imagine dans un timing précis. Oui, on avait à peu près 6 mois. C'est le timing final qu'on a eu, ouais, effectivement. Okay. Donc, du coup, au niveau le distanciel a été prépondérant dans cette activité-là, j'imagine. Donc, les avantages que tu as trouvés par rapport à cet effet distanciel sur des choses qu'on faisait plutôt en présentiel avant le Covid, on va dire. Oui. Du coup, bon, il y a clairement des avantages à faire du distanciel. On va dire que bon, l'avantage certain, c'était le maintien du suivi pour ce client, le maintien du suivi fournisseur en temps de pandémie, parce qu'il fallait vraiment avoir une réponse à distance. Ensuite, il y a un avantage fort qui est un petit peu les trois premiers points qu'on a notés, qui va être au niveau du rythme de suivi, de la fluidité des échanges et la réduction des délais, parce qu'en fait, quand on travaille en distanciel, on n'a plus toute la logistique déjà qui est à prendre en compte quand on fait du présentiel, parce qu'il faut se déplacer. Typiquement, sur un fournisseur chinois qui est un peu à l'autre bout du monde pour nous, ça prend vraiment du temps. Il y a la notion d'échéance aussi qu'on n'a plus, c'est-à-dire que quand on prévoit des déplacements réguliers chez un fournisseur, on ne peut pas faire un déplacement tous les jours nécessairement, et du coup, on n'a plus cette notion d'échéance. On peut vraiment driver au jour le jour, et avec moins de temps d'attente. Donc ça, c'était un avantage certain. Et un des derniers avantages, c'est que quand on gère à distance, on a un besoin fort de demander des éléments en fait archivables,
typiquement sur un plan d'action, quand on a un plan d'action qui fait suite à un audit, on a une liste assez longue d'actions, hein, ici c'était le cas, et pour pouvoir fermer les actions, on n'est plus simplement sur des vérifications en présentiel, on est sur de la récupération d'éléments qui montrent que l'action est bien menée à bien et qu'on peut archiver derrière. Et donc en fait, on a une traçabilité beaucoup plus exhaustive, in fine, sur le plan d'action qu'on mène par rapport à une gestion en présentiel. Voilà, donc c'est un peu les avantages globaux que j'ai trouvés sur ce projet-là en tout cas, et que je pense peuvent s'étendre au global sur le distanciel. Tout à fait, c'est intéressant. On nous pose quelques questions sur les outils, les outillages, enfin les méthodes, enfin pas les méthodes, mais les outils, et puis préciser peut-être la cause de la défaillance du sous-traitant que tu as reçu, alors sans rentrer dans le détail technique, puisqu'il y a la confidentialité, mais voilà, c'est peut-être expliquer ce qu'il y avait comme défaillance, comment ça a été vu et donc, comment ça a été suivi. Oui, sans trop rentrer dans le détail, après, en tout cas, donc, sur la partie, sur la question sur la défaillance, il y a une défaillance assez forte avec une surtension qui a mené en fait à, on va dire, un petit départ de feu sur le produit qui a été rapidement maîtrisé, mais voilà, donc ça se passait chez le client final, donc forcément, l'exposition était, et puis les enjeux étaient assez forts pour le client derrière. Pour les outils, c'est une bonne passerelle vers les inconvénients. Alors moi, j'ai pas trop voulu parler nécessairement d'inconvénients, je parle plutôt du fait que, on va dire, l'inconvénient principal de la gestion à distance, c'est qu'il y a tout un tas de prérequis qu'il faut absolument prendre en compte dans la préparation et puis dans le suivi au jour le jour, parce que justement, comme l'évoquait Sébastien tout à l'heure, il y a une rigueur forte à appliquer parce qu'on ne peut pas vérifier par nos propres yeux en présentiel ce qui se passe. Clairement, on le montrait précédemment, avant la pandémie, notre métier se faisait beaucoup en présentiel et c'est pas pour rien. Il y a une plus-value certaine à faire ça. Donc, à distance, il y a beaucoup de prérequis à prendre en compte, à savoir il faut s'assurer de l'implication du sous-traitant, de l'EMS, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut s'assurer de son implication. Ici, on avait, ça rejoint le deuxième point, le climat de collaboration. On avait la chance que, par exemple, notre client avait un partenariat fort et historique avec ce sous-traitant-là, et en plus représentait une partie assez majeure de son portefeuille. Donc forcément, on a pu s'appuyer là-dessus au niveau de l'implication parce que les enjeux pour le sous-traitant sont assez forts aussi. Mais c'est important de s'en assurer. Je parle d'importance du management parce que il y a vraiment une dimension de management quand on fait du suivi de fournisseurs comme ça, parce qu'il y a un vrai pilotage à assurer sur les plans d'action. Mais il y a aussi tout un tas de directives qu'on va donner et d'orientations qu'on va donner sur la base de notre expérience et de notre expertise pour être sûr que le sous-traitant aille dans le bon sens, parce que justement, on ne peut pas tout vérifier sur place. Ça revient souvent, ce côté véracité des informations, est-ce qu'on est sûr de tout ce qui est dit, de tout ce qui est montré, ça revient souvent dans les questions là. Oui, c'est quelque chose auquel il faut absolument se préparer et il faut avoir les réponses en fait à ça, c'est-à-dire que donc il y a toute une pédagogie à avoir aussi. Il faut être sûr que déjà tout ce qui soit dit soit bien compris par tout le monde. C'est-à-dire que les retours du sous-traitant, il faut être sûr de les avoir bien intégrés. Il ne faut pas hésiter à reposer les questions pour être certain qu'on ait bien compris le retour du sous-traitant. Et il ne faut pas aussi hésiter à demander au sous-traitant s'il a bien compris la demande, parce que on s'évite beaucoup d'allers-retours inutiles en faisant comme ça. Donc c'est pour ça que je parle d'importance du management et donc par extension de la pédagogie dans ce type de cas. Bon, la langue peut être un inconvénient. Ici, on avait la chance, encore une fois, d'avoir un intervenant du client, donc employé par le client, mais qui était un intervenant local chez le sous-traitant, et qui parlait donc chinois. Donc ça, c'est par exemple une des mesures, quand elles sont possibles à mettre en place, qui sont très efficaces, et pour la notion de confiance, pour le coup, permet de s'affranchir déjà de beaucoup de doutes, pour le coup. Donc voilà, les inconvénients pour moi, c'est surtout ça, c'est toute la mise en place. On nous parle de décalage horaire. Oui. Fournisseurs chinois, européens. Effectivement. Voilà. Donc, ouais, le décalage horaire, clairement, donc c'est une contrainte. Après, pareil, typiquement, là, on a pu
mettre quelque chose en place d'assez simple finalement, c'est-à-dire que on faisait un meeting de 2 heures tous les matins. C'était assez tenu, hein. On avait beaucoup de travail quand même à faire en peu de temps, donc on avait un meeting de 2 heures tous les jours. Et donc c'était le matin pour moi, c'était la fin d'après-midi pour eux, donc on a réussi à s'arranger comme ça. Mais encore une fois, ça peut être aussi un avantage parce qu'en fait, en distanciel, je le répète, il n'y a pas toute la logistique qu'on a en présentiel, donc c'est plus facile de dire à un sous-traitant rendez-vous tous les matins à telle heure. Parce que ça, en présentiel, c'est plus compliqué de le faire. Donc voilà, finalement, on a pu tourner cette contrainte en avantage. Par contre, voilà, là, c'était avec la Chine, il y a peut-être des décalages horaires plus contraignants que cela. Tout à fait. Si on passe après, donc par rapport aux besoins clients, oui. aux besoins des clients et du sous-traitant, donc voilà, ce qu'avait besoin le client par rapport à cette prestation qu'on a apportée, que tu as dirigée. Donc, du coup, le besoin initial du client, ça, c'est pas forcément inhérent au distanciel ou au présentiel, mais c'est le besoin principal était d'avoir un apport d'expertise, en fait, complémentaire par rapport à ce que eux avaient en interne. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait appel à nos équipes de Sarma Technologies, qui c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, les besoins par rapport au distanciel, ça a été effectivement de rassurer le client sur la nature de la mission à distance, et donc, notre capacité à le faire avec les bons outils et les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut être capable faut mettre des gens pour piloter qui donc sont capables de développer des outils spécifiques. Ça, c'est la partie de méthodologie, je dirais, qui est importante. Mais aussi, il faut être capable de bien communiquer, d'intégrer les besoins et les intérêts des différentes parties. Parce que derrière, il faut quand même driver quotidiennement le plan d'action et puis les actions en elles-mêmes, jusqu'au bout. Ça peut vite devenir très lourd et il faut garder, faut avoir la notion des priorités, etc. Donc ça, on a su les rassurer là-dessus parce qu'on a une expertise et puis une expérience aussi sur le domaine. Et donc le relationnel était très important parce qu'effectivement, il y a vraiment tout de suite un climat de confiance qu'il faut instaurer et un climat de collaboration avec le sous-traitant. Ça, c'est très important. Par contre, tu as fait un rôle de facilitateur quelque part. Oui, c'est un peu ça. Entre autres de manager, de management du suivi de fournisseurs, mais aussi de facilitateur. Ouais, et justement, par rapport au sous-traitant, ce qui se passait, comment on l'a vécu le sous-traitant aussi par rapport à ça? Bien, du coup, le sous-traitant sur cette mission en particulier a été assez conciliant du début à la fin parce qu'il y avait une vraie volonté d'améliorer. Et parce que effectivement les enjeux pour lui étaient forts, notre client représentant une partie forte de son portefeuille. Il y avait du personnel du client sur site, je l'ai déjà mentionné, ça a beaucoup aidé, et ça a aidé le sous-traitant aussi parce que c'était une bonne passerelle avec les besoins clients. Le travail a été fait dans la pertinence. Donc ça, le but, c'était d'être le plus concis possible dans ce type de gestion pour éviter de se perdre, parce que effectivement, déjà, il y a pas mal de petits soucis du quotidien avec les problèmes de connexion, etc. Il y a la barrière de la langue. Il faut être sûr qu'on aille bien dans le bon sens, quoi. Ça rejoint ce que je disais un petit peu avant. Faire comprendre plutôt que d'imposer. Je parlais de pédagogie précédemment, c'est vraiment ça, c'est que la démarche qualité, sur la partie sous-traitant, on était plutôt sur de la fiabilisation de produits, en fait, parce que les pannes rencontrées n'avaient pas pour origine le process de fabrication dans ce cas-là. Et donc, du coup, il fallait être pédagogue pour être sûr que le sous-traitant ait bien intégré l'intérêt de mettre en place ces améliorations de qualité sur son process. Et c'est là où il faut être pertinent, justement. Voilà. Et une chose qui est importante dans ce type de gestion qu'il faut intégrer, c'est qu'il ne faut pas hésiter, si c'est nécessaire, à escalader en fait au niveau des jeux au niveau de la hiérarchie, pour que typiquement une action qui demande des investissements financiers, etc., qui dans la majeure partie des cas, demande pour le sous-traitant d'intégrer beaucoup d'éléments avant de donner un go, eh bien, typiquement, moi, il a fallu que je fasse appel plusieurs fois au top management pour que les besoins soient clairement exprimés de la part du client vers le sous-traitant et que les actions puissent être déclenchées parce qu'il y a des enjeux financiers et de l'investissement. Voilà. D'accord. C'est très clair. Et du coup, au niveau de la conclusion, avec tout ce que tu as pu voir dans ce projet-là, qui était quand même long terme, intense, avec enjeux forts,
Oui, du coup, bon, conclusion, on a vraiment réussi à assurer une continuité dans le suivi fournisseur malgré la pandémie. Ça, c'était un point un point de succès assez fort, je dirais, de la mission. On a pu développer, mettre en place et mettre vraiment en œuvre une nouvelle façon d'auditer et de suivre un fournisseur. Vraiment pour la partie audit et sur le suivi, on a pu voilà, mettre en place plusieurs méthodes, plusieurs outils, hein, des fichiers Excel de suivi dédiés, bien calibrés pour assurer la fluidité des échanges derrière. Ça rejoint du coup le fait que ça fonctionne, mais les outils, les indicateurs doivent être anticipés. Je parlais aussi d'archivage, je reviens là-dessus. Les éléments qu'on archive, c'est important de bien structurer la manière avec laquelle le sous-traitant va faire les retours avec les éléments de preuve pour fermer les actions. On avait monté, typiquement, je donne un petit exemple, on avait monté une arborescence particulière de fichiers et de dossiers, pardon, pour pouvoir archiver au fur et à mesure les différents éléments qui pouvaient mener à la résolution d'une action. Donc ça, c'est important. Ce type de méthode, de petite mise en place, change vraiment tout au quotidien. Accompagnement indispensable par des personnes expérimentées, évidemment, parce qu'à distance, il faut avoir le fond en fait, technique pour être capable d'être critique sur les éléments remontés par le sous-traitant. C'est très important. Et effectivement, je souhaitais finir là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un vrai plus sur cette mission-là et qui rejoint vraiment la valeur ajoutée de l'offre CERMA aujourd'hui, c'est que j'ai pu m'appuyer à des jalons de vérification tout au long du projet. Évidemment, quand on met plein d'actions d'amélioration en place, les qualiticiens qui nous écoutent le savent très bien, il faut vérifier l'efficacité des actions correctives. Et du coup, il y a une partie qui a pu se faire à distance, sur la base d'éléments fournis par le fournisseur. Par contre, il y a toute une partie qui relève clairement de l'analyse physique et que j'ai pu réaliser en fait avec le laboratoire d'analyse de CERMA Technologies, soit sur des analyses précises, sur des points précis, ou alors à des jalons un petit peu plus importants du projet pour faire une analyse qu'on appelle critical process, qui cherche sur une carte donnée, venir analyser et déceler tous les écarts qui relèvent de l'ordre de l'impact critique sur la qualité du produit derrière. Et du coup, ça a été un vrai appui parce que ça nous a vraiment permis de jalonner le projet avec des analyses physiques en plus de tout ce qui a pu être fait à distance. Donc voilà. C'était une question justement, comment identifier la problématique de la chaîne de production sans la voir? Comme tu disais, l'analyse physique était une première partie. Après, comment tu as fait les moyens que tu as utilisés? En fait, sans l'avoir, je préciserai sans l'avoir de ses propres yeux, parce qu'en fait, les outils même basiques qu'on a aujourd'hui, les téléphones, les appareils photo, il y a plein de choses qui peuvent être faites à distance pour voir finalement ce qui se passe. Typiquement, sur plein d'améliorations, le sous-traitant a pu me fournir comme élément des vidéos, par exemple, de ce qui était réalisé sur la ligne de fabrication, ou des photos. Après, ce qui est bien avec les vidéos, c'est que ça ment un peu moins, on va dire. Mais bon, encore une fois, moi, j'ai pas eu beaucoup à forcer là-dessus, dans le sens où le sous-traitant a été très conciliant et a vraiment eu une volonté d'amélioration. Mais c'est comme ça qu'on y répond, avec des photos, des vidéos, voire même des présentations comme l'audit à distance qu'on a pu mener, qui était en live, en FaceTime, entre guillemets, quoi. Donc, avec où on montre en live ce qui se passe sur la ligne et on peut vérifier comme ça. Ce sont des outils qui répondent finalement assez bien aux besoins. Du coup, au niveau des... j'ai perdu ma question là. J'ai perdu ma question, c'est dommage. Oui, l'archivage, du coup, l'archivage, oui. Tu parlais d'archivage de dossiers, mais aussi de vidéos, de photos, du coup, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles les preuves pour le client final sont importantes. Exactement. Donc, typiquement, l'arborescence de dossiers dont je parlais tout à l'heure, c'était là où on venait archiver pour chacun des points, chacune des actions qui ont été définies, les différents éléments, en fait. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, des documents, n'importe, en fait, tous les éléments qui servaient à prouver la résolution d'une action étaient archivés dans ces dossiers-là.
Et c'est en ça que je parlais aussi d'un des avantages du distanciel, c'est qu'on va beaucoup plus chercher ça, parce qu'on ne peut pas vérifier nous-mêmes. Donc, en fait, on va beaucoup plus chercher ça. Et à la fin de la mission, on a quand même une liste assez exhaustive d'éléments et d'éléments de preuve, en fait, qui nous montrent qu'on a été vraiment jusqu'à la résolution de chacune des actions. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci. On va laisser Sébastien conclure. Très bien, merci à Jonathan et Mathieu pour leurs deux expériences. La conclusion, c'est mis assez facilement. Le distanciel, ça fonctionne. Alors oui, bien sûr, ça fonctionne. Nous, on le fait depuis des années, comme j'ai présenté un petit peu plus tôt. Bien sûr, là, on présente le résultat, donc ça fonctionne très bien. Il faut bien imaginer que quand on a commencé le distanciel, le tout début était un petit peu compliqué. Et notamment, je l'ai dit plusieurs fois, ça a été souligné par Mathieu sur la rigueur. La rigueur technique est importante. La clarté, la précision. Alors après, est-ce que c'est un mal? Dans mon métier de maîtrise des process, de qualité, de fiabilité, la rigueur, c'est pas un mal, au contraire. Ça permet d'éliminer les zones floues, ça permet de clarifier les choses. On a eu des questions sur, oui, mais alors comment est-ce que vous réussissez à organiser un audit en distanciel en Chine? C'est assez simple. Hein. Au lieu d'être 2 ou 3 jours en Chine, vous travaillez le matin. Vous travaillez le matin avec de l'audit à distance et vous avez tout l'après-midi pour demander des preuves écrites, pour demander des compléments d'information à l'EMS qui va les amener durant l'après-midi. Et le lendemain matin, la deuxième matinée d'audit à distance va concerner le suivi des actions qui ont été initiées la veille. Faut bien imaginer qu'il faut rester très pragmatique quand on commence à faire du distanciel. Simplement, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau avec une expression simpliste, mais il faut aller droit au but. Il faut rester sur des choses simples. L'organisation ou simplifie. Bien sûr, il y a un travail de préparation supérieure au niveau des prérequis techniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas arriver les mains dans les poches à un audit à distance. Il faut avoir préparé avant. On a parlé de contrôle plan, on a parlé d'AMDEC, on a parlé de qualification technologique. Mathieu a parlé de critical process. En fait, tout ça, c'est des analyses de risque. C'est-à-dire que pour faire un bon audit à distance, pour faire du bon distanciel, il faut maîtriser son sujet techniquement. Et ça passe dans la plupart des projets, ça passe par des analyses de risque techniques et technologiques. C'est-à-dire on identifie des faiblesses de son produit et on va travailler surtout sur ces faiblesses. Donc ça, c'est au niveau des prérequis techniques. La gestion de projet doit être adaptée, bien évidemment. Donc ça a été présenté par Jonathan au début et aussi par Mathieu. Et ça doit être adapté notamment par rapport à suivi de fournisseurs avec l'EMS. On n'a pas fait 2 fois la même chose. C'est-à-dire que ça dépend de l'EMS, ça dépend des personnes chez l'EMS. Si on a en face des experts, des néophytes. Donc tout ça, effectivement, il faut l'adapter à chaque fois. On trouve toujours les solutions. Il y a un certain nombre de questions, on va en revoir après. Il y a des questions qui marchent aussi. Il y a eu des questions sur la confidentialité. Ça marche aussi quand on est en présentiel. Quand on est en présentiel, il y a des EMS des fois qui veulent pas montrer parce qu'ils pensent que leur process est quelque chose d'incroyable, qu'ils sont les seuls à développer, alors que nous on l'a peut-être déjà vu 15 fois ou 20 fois ailleurs. Mais eux pensent que c'est une sorte de secret de fabrication. On l'a sur place, tout comme on l'aura sur l'audit à distance. La qualité relationnelle tripartite est importante. Alors là, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut trouver que c'est un inconvénient d'avoir un EMS compétent et collaboratif? Nous, on pense que non. On pense qu'au contraire, tout ça, ça va favoriser tout le monde à aller sur des EMS constructifs et techniquement un minimum compétent. Ça, par contre, c'est un filtre assez intéressant. Hein. C'est-à-dire que si dès le début de l'audit à distance, sur des questions simplissimes, l'EMS ne sait pas répondre, ça va être quand même un indice sur la qualité globale des produits qu'on pourra obtenir de sa part. Par rapport aux intervenants externes, la même chose. L'expertise CERMA, pour terminer, bien évidemment, on est CERMA Technologies, donc on explique pourquoi est-ce que ça marche quand nous, on travaille sur ces sujets-là. L'expérience multimétier, multisectorielle et l'expérience des experts. Alors, ça fait redondance dans les mots, mais c'est bien ça. Hein. On a des experts avec de l'expérience. Quand j'expliquais qu'il fallait être précis, concis, bien évidemment, c'est plus facile quand on est expert et qu'on maîtrise complètement ces domaines. Voilà pour conclure. Et après, on va avoir des différentes questions qui vont être remontées par Christophe. Oui, il y avait une question quand le chiffre d'affaires avec le sous-traitant n'est pas assez conséquent pour… Parce
que chez Mathieu, c'est vrai que le projet avait un enjeu fort en termes de sous-traitance, de volume d'affaires. Quand vous avez un sous-traitant voilà, qui n'est pas qu'un chiffre d'affaires monstrueux avec le client, comment les faire impliquer en fin de compte, c'est voilà, ce genre de choses. Alors, effectivement, ça va être difficile, mais tout comme ça va être difficile d'y aller et de le faire bouger, il n'y a pas vraiment un impact fort par rapport au distanciel. La problématique est la même sur du présentiel ou sur du distanciel. Là aussi, on va poser un petit peu plus de questions. Après, on va rester pragmatique. Bien sûr, on ne peut pas faire un audit à distance avec un EMS qui va être complètement fermé et va n'apporter aucune réponse. Par rapport au fait qu'on est expert, quand on arrive à avoir des échanges dès le début avec l'EMS va voir, le fournisseur va voir qu'il va apprendre aussi des choses grâce à nous. Pour le client de Mathieu, au tout début, il y a eu un petit peu de zone de flou par rapport à ça. Une fois que l'EMS il a compris que grâce à nous, il allait améliorer ses process de fabrication, c'est-à-dire améliorer sa qualité, c'est-à-dire diminuer ses coûts de non-qualité. Une fois que l'EMS il a compris ça et que nous, on reste pragmatique sur les actions qu'on préconise, c'est-à-dire on ne va pas lui demander d'investir un AOI ou un RX à 200 000 € sur des produits low cost et des quantités moindres. Une fois qu'il a compris qu'on était pragmatique sur les actions qu'on lui demandait, le MS, il suit ce qu'on lui propose. Il y a un peu plus de quelque chose de pratique là. C'est quel conseil sur les éléments techniques de l'image, lunettes connectées, enfin, il y a plein de questions qui tournent autour des moyens, de ce genre de choses qu'on peut utiliser. Il y a obligatoirement des contraintes liées à la connexion, hein, Mathieu en a parlé. Alors, on n'est pas allé sur ces sujets-là pour l'instant, pour la simple et bonne raison que nous, dans nos métiers, donc là, Mathieu a présenté un sujet, un projet sur lequel on est dans la continuité. Pour nos autres clients, c'est des audits ponctuels. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un process et sur un projet. Donc, il fallait qu'on trouve une solution par rapport à ça. Donc, la solution par rapport à ça, ça a été assez simple, c'est de s'adapter aux moyens de communication que le fournisseur avait. C'est-à-dire qu'on a plutôt... On a fait un boulot de neuf au rugby, là. On a ouvert et on a demandé à l'EMS qu'il avait à disposition. Un truc tout simple, hein, on trouve des EMS en Chine où réussir à avoir une connexion Wi-Fi, c'est pas possible. Donc, il a fallu passer par du filaire avec un portable et la webcam. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, mais on s'adapte. Et là encore, il faut passer sur du préparatif. Alors, on a regardé un petit peu ces choses-là. Pour l'instant, on n'est pas allé dessus, notamment les lunettes connectées. Bon, il y a d'autres systèmes avec des téléphones qui marchent très bien. Aujourd'hui, quand il suffit de voir nos enfants, ils arrivent à s'envoyer des images très claires avec des téléphones, donc on n'est pas non plus obligé de passer sur des choses incroyables. Et de toute façon, le fait de ne pas pouvoir y aller, obligatoirement, on trouve des solutions différenciantes par rapport. Complètement. J'ai vu qu'il y a aussi une question sur le fait qu'on ne peut pas tout voir à distance. Bien évidemment, ça c'est le seul X. C'est-à-dire que si l'EMS est vraiment pas collaboratif, pas bon, et qui veut cacher quelque chose, bien évidemment, quelque chose qu'on aurait pu voir en direct avec nos yeux en se déplaçant dans l'atelier, là, on ne pourra pas le voir. Parce qu'on peut poser, etc. Alors, mais en même temps, on le voit. Hein. Là, on a fait récemment, c'est sur du câblage de harnais, mais bon, ça revient même, ça reste un audit. On a bien senti que, comme de par hasard, dès qu'il y avait un sujet un petit peu compliqué, il y avait une perte de Wi-Fi. Bon, comme de par hasard. Donc, on a très bien vu qu'effectivement, l'EMS ne jouait pas le jeu. Alors là, il n'y a plus le Covid. Donc, dans ces cas-là, il y a des cas où il faut rester quand même logique. Hein. Là, l'audit à distance, il a ses limites avec quelqu'un qui veut vraiment pas jouer le jeu. Bon. Donc, il y a deux solutions pour notre client. Hein. C'est soit il change d'EMS. Nous, c'est plutôt ce qu'on préconiserait dans ces cas-là, parce que travailler avec quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, c'est un peu limité. Soit on y va et puis on passe en mode cow-boy, où il faut y aller et puis voilà, rien lâcher et en direct. Très bien. Une dernière question, je pense qu'on a le temps, Fleury, encore un petit peu. Si le fournisseur présente le projet ou process qu'il a préparé ou maîtrise, quelle méthodologie pour détecter les points faibles? Est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si tu peux répondre comme ça, c'est peut-être un peu très précis comme question, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des méthodologies particulières? C'est les méthodologies d'analyse de risque assez classiques, Mathieu. Ça, on va passer sur l'analyse du process flow, malgré tout, l'analyse d'un produit. Hein. Ouais. Le top étant l'analyse d'un produit, c'était réussir à prendre même un proto, hein, à partir d'un proto et de 2-3 infos sur même avec un process flow, on n'a même pas parlé du contrôle plan, hein. Une carte et un process flow. C'est notre métier d'analyser les risques
technique. En quelques secondes, on va comprendre le process qui a été mis en œuvre. On fait un peu de labo, on fait un peu de RX, on prend des cartes, on les fait passer entre les mains de fiabilistes, d'experts IPC, d'experts du labo qui passent leur temps à couper les produits dans tous les sens et faire des microsections en analyse qualité ou en analyse fiabilité, durée de vie, analyse de défaillance. Et à partir de là, on va établir un plan d'action assez simple basé sur du concret et sur une analyse de risque vraiment technique. Sur une carte électronique, hein, quand on a les bons experts, sur une carte électronique, on identifie très rapidement les risques et les points faibles potentiels. Et on sait où est-ce qu'il faut aller attaquer derrière. Ça ne triche pas, quoi. Non. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Vous avez le contact de Serma Group. N'hésitez pas à travailler. N'hésitez vraiment pas, hein, même si c'est des questions qui peuvent vous paraître simples, posez-les, on vous rappellera. Ça prend quelques minutes d'échanger sur les sujets, donc n'hésitez pas. On est à votre disposition, Florie, si tu veux reprendre la main. Oui, merci à tous pour les questions posées. On répondra, comme on l'a dit, par mail aux questions qui n'ont pas été traitées en séance. N'hésitez pas aussi, vous allez avoir un mail avec le récapitulatif de ce webinaire et avec le lien du replay, donc vous pourrez le revisionner. Vous pourrez aussi répondre aux mails pour nous poser vos questions. Elles seront transmises aux équipes qui vous ont présenté ces cas d'usage aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre participation. On vous dit à bientôt pour d'autres webinaires. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.